d'un point de vue, je ne sais pas comment on dit, d'un point de vue général, la polarité, c'est quand même ce qui caractérise le vivant. Nous sommes tous polarisés. La médecine chinoise dit que nous sommes féminins, nous sommes masculins, nous sommes des êtres androgynes, voilà, et que le but serait aussi d'équilibrer au travers du couple intérieur l'effet androgyne avec soi-même. Mais quand on prend à l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, par exemple la planète Terre, il y a un pôle magnétique nord et il y a un pôle magnétique sud, positif, négatif. Quand on va prendre plus petit, l'humain, pour la médecine chinoise, pôle magnétique négatif féminin, positif masculin. D'accord. Quand on va descendre plus bas en dimension, la cellule. La cellule humaine, la cellule humaine, elle est chargée négativement et positivement en fonction des ions calcium, potassium. Hein, donc, ça, c'est l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Quand on prend plus petit que la cellule, l'atome, eh bien l'atome, il y a encore cet équilibre positif, négatif entre le neutron négatif, le proton positif. Et ça, c'est quand même fabuleux. Depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, la notion du couple intérieur, féminin-masculin, est censée se compléter pour donner la vie, l'équilibre, et peut-être serait à la clé de l'épanouissement, de la réalisation de soi. Unir le moi névrotique avec le soi extatique, ça c'est dans une extension plus métaphysique, mystique. Bien, merci beaucoup. Voilà, ça dit un petit peu c'est quoi justement l'espèce de réunir ces polarités-là, c'est pour mieux s'épanouir, autant en tant que jumeau que dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Merci beaucoup pour ce moment, cet échange avec toi. Ça a été vraiment agréable. Et puis, on continue. On continue le chemin. Puis, un gros merci, Gabriel. C'est vrai que après, il y a des exemples entre guillemets malheureux qui dans l'absolu ne sont pas malheureux parce que tout est juste, tout est le reflet d'un niveau de conscience qui fait que nous attirons, nous créons le malheur comme le bonheur, la santé comme la maladie, au regard de la conscience. Hein. Quand on prend conscience que ce que nous vivons, c'est nous qui le créons, pour ne pas dire nous qui l'attirons, alors ça m'évoque un exemple un petit peu malheureux, c'est que j'ai accompagné pendant 6 ans en tant qu'infirmier en service spécialisé alcoolologie, alcool-tabac, les dépendances alcool-tabac. Et il y avait cette femme qui était devenue alcoolique après avoir perdu son frère jumeau lui-même à cause de l'alcoolisme. Ouais. Et en fait, elle a déclenché cette maladie pour perpétuer dans sa tête, par identification à ce pourquoi son frère jumeau est mort, de devenir elle-même alcoolique, comme pour dire « mon frère n'est pas mort, il est là, j'ai pris sa maladie » et c'est comme si je lui faisais perdurer sa vie. C'est comme si je le maintenais en vie que moi-même d'avoir pris cette maladie. Ouais, dans les jumeaux, en fait, endeuillés, après, j'ai fait quelques retraites avec des jumeaux endeuillés, puis c'est ce qui expliquait, en fait, quand un des jumeaux mourait, souvent l'autre personne, au bout d'un certain temps, intègre à l'intérieur d'eux une partie de leur jumeau, une partie de ce qu'était l'être de l'autre jumeau, et ils se rendent compte qu'ils ont intégré cette partie-là à l'intérieur d'eux, comme s'ils réussissent à les rendre complémentariser leur polarité, je dirais, mais c'est à travers la mort. Des fois, je me pose la question de quand ils réussissent à faire ça. Je fais un parallèle un petit peu spirituel, mais je fais un parallèle dans le sens que tout à l'heure, tu donnais un exemple de il y a combien de couples de jumeaux qui viennent, qui sont déclenchés chez les mamans, mais qu'il y a un jumeau perdu à la naissance. Moi, je pense que quand ils perdent un jumeau, ils complètent dans le ventre de la mère cette partie-là, tandis que les jumeaux qui perdent leurs jumeaux dans la vie, pour moi, c'est plus tard que le processus se fait d'aller réunir ces polarités-là. C'est un peu l'avancement
de l'humain, je dirais, c'est d'aller unifier toutes les parties d'eux. Et quand ça c'est fait, ben, c'est l'heure du grand départ. C'est l'heure de la grande éveil à l'intérieur d'eux qui vient faire en sorte que je me rends compte que il se passe quelque chose énergétiquement, il se passe quelque chose dans la polarité des jumeaux versus qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans la relation ou en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Là. C'est vrai qu'on n'imagine pas le nombre de fausses couches de femmes qui, en début de grossesse, alors même qu'elles ne savaient pas qu'elles y étaient, commencent une fausse couche, font une fausse couche, et qui se retrouvent sans fœtus, sans enfant à voir grandir dans le ventre, ou qui continuent, mais parce qu'elles en ont déjà perdu. Hein. Et il y a plein de femmes qui, en étant enceintes, perdent aussi un œuf, un enfant in utero, et que ça va partir dans les toilettes, par exemple. Hein, il y a plein de choses comme ça qu'on mésestime, qu'on sous-estime. Et peut-être que ça explique aussi pourquoi, entre guillemets, la névrose du vide, le vide existentiel, chez ces personnes concernées par peut-être une perte in utero du jumeau, et toute leur vie à la recherche de quelque chose parce qu'il leur manque quelque chose, ressenti, exprimé dans leur chair par le vide ou l'absence de, parce que ça reste inconscient, mais peut-être l'absence de l'autre connu dans le ventre de la mère, et finalement, il manque cet équilibre et ce couple intérieur avec soi-même. Et ça, c'est très intéressant, très intéressant. Je fais des hypothèses, c'est très empirique, hein, ça n'a pas valeur scientifique, tout ça. Mais par exemple, j'avais reçu cette femme en consultation individuelle qui était venue en formation professionnelle. Ça n'a rien à voir avec un stage de pause pranique. Elle est venue en formation professionnelle et pendant ces 2 jours de formation, dans les pauses, pause déjeuner, pause thé, pause café, elle me parlait de choses particulières et moi de lui proposer une séance, une consultation, parce que j'avais détecté qu'il y avait des déséquilibres, elle, avec elle-même, dans sa dynamique de vouloir se réaliser, qu'il y avait des résistances, des freins, qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc, je lui ai proposé, je lui ai fait savoir que je recevais, par ailleurs, en parallèle de la formation, je pouvais recevoir en consultation, qu'on pouvait se poser, regarder ça de plus près. Et elle de me répondre « oui, si tu veux ». Je n'ai pas fait attention à ce « oui, si tu veux », voulant dire que c'était ma proposition et qu'elle n'était pas en demande. Elle n'est pas venue au rendez-vous de consultation, elle ne m'a jamais prévenu. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Parce que 2 ans plus tard, elle me téléphone, elle m'a écrit un mail. Elle est allée sur la pointe des pieds. Elle m'envoie un mail, elle me dit « Gabriel, depuis 2 ans, j'ai fait la formation, mais je n'ai jamais pratiqué. Est-ce que je peux refaire la formation? Je te payerai, etc. etc. » Je lui ai répondu « Bien sûr que tu peux revenir. Tu ne vas pas me repayer complètement, tu me payeras 50%, je te fais 50% de remise parce que tu as déjà fait la formation. » Donc, elle est demandeuse pour revenir. Je n'en dis pas plus, elle revient, elle refait la formation. Et pendant ces 2 jours de formation, d'elle-même, elle me dit « Tu sais, Gabriel, tu peux me donner un rendez-vous de consultation parce que j'ai des trucs qui ne vont pas dans ma vie. » Et là, je me suis fait un plaisir pour la responsabilisation. Pas qu'elle refasse une 2e fois le coup quand même. Je me suis fait un plaisir pour la responsabiliser, de lui rappeler qu'elle avait rendez-vous 2 ans plus tôt, qu'elle n'est jamais venue, qu'elle surtout n'a jamais prévenu. Et là, oui, c'est vrai. Bon, mais là, je viens. Bon, très bien, voilà. Ça, c'est être acteur et responsable de sa démarche. Elle est venue en consultation et elle me dit, voilà, dans ma vie, quelqu'un qui avait plus de 50 ans, dans ma vie, je commence tout, je termine rien. Je suis mariée, mais je ne suis pas bien quand lui, il est bien. Par contre, je suis bien quand lui n'est pas bien. Et on n'est jamais en phase, on est toujours décalé. Je n'ai pas d'amis. Pour moi, c'est dangereux, les amis. Bon, j'étais un peu étonné, c'est dangereux, les amis. Et puis, chez moi, j'en ai marre, j'ai des cartons partout qui datent depuis 10 ans. J'ai ouvert des cartons, je n'ai pas terminé, ça reste en plan. Je ne fais rien de ma vie, quoi.
Alors si, elle avait un boulot, elle avait un mari, elle avait bon, mais elle sentait qu'il y avait un frein majeur qui l'empêchait de s'épanouir, de s'ouvrir, de se réaliser. Une séance a suffi pour qu'elle plonge dans ses profondeurs, dans ses zones d'ombre, dans son inconscient, et qu'elle connecte le vécu intra-utérin, elle-même dans le ventre de sa mère, il y a 50 ans en arrière, et de réaliser qu'ils étaient deux, qu'elle avait un frère, alors qu'elle allait devenir une fille. Elle avait un frère déjà dans le ventre de la mère, ils étaient un couple jumeau, et que tout de suite après qu'elle soit née, lui est né, mais il est né mort. Il est mort-né. Elle a perdu le frère mort à la naissance. Et dans sa psychologie de nouveau-né, de bébé, fraîchement né, elle s'est dit, elle a conscientisé dans cette séance qu'elle s'est dit, le couple, c'est dangereux. La mort, l'autre, il meurt. C'est dangereux. Le couple, la relation à l'autre, donc pas d'amis. Je suis pas bien avec mon mari, etc., etc. Je ne vais pas m'engager dans ma vie, parce que s'il faut mourir, si ça va échec, si ça va s'échouer, c'est pas la peine de commencer quoi que ce soit. C'était ça sa vie. Une séance a suffi pour ça. Et ça l'a énormément aidé, quoi. Énormément aidé. Ouais. Il y a plusieurs personnes comme ça, j'ai eu qui sont venues me voir où est-ce qu'ils ont perdu leurs jumeaux mort-nés ou la maman attendait deux personnes, une mère. Et ce qu'on dit, c'est que la personne qui reste vivante, qui a encore la mémoire en tout cas, qui ont encore cette mémoire-là, parfois, ils doivent donner un nom, faire un vrai deuil, vraiment faire ça avec la partie de eux qui était justement dans le ventre et de vraiment créer un personnage puis de l'enterrer, faire le deuil de cette personne-là pour apprendre à s'épanouir, apprendre à reprendre sa vie en main. S'il n'y a pas cette étape-là, il y a quelque chose qui ne se crée pas à l'intérieur de la personne. Fait que c'est quand même intéressant de voir la relation qui se passe entre même une personne qui n'a pas son jumeau, parfois, ils ont la mémoire à l'intérieur du ventre. Et puis, ouais, Oui, c'est alors, intéressant. tout ça, c'est empirique, mais j'aime à rappeler, j'ai déjà mentionné ça plusieurs reprises, mais j'aime à rappeler qu'il y a quand même une référence scientifique très officielle et très sérieuse dans ce domaine de la périnatalité. Alors, pas forcément dans la gémellité, mais dans la périnatalité, avant, pendant et après un processus de grossesse et de naissance. Ouais. C'est le psychiatre, le docteur Stanislas Grof, américain d'origine hongroise ou bulgare, je confonds toujours, qui est un des fondateurs principaux de la psychologie transpersonnelle qui est née en 1969 aux États-Unis. Il a été cofondateur de la psychologie transpersonnelle avec Abraham Maslow, avec Carl Gustav Jung, avec Assagioli. Ça, ce sont des figures emblématiques de la psychologie humaniste transpersonnelle. Ouais. Et Stanislas Grof, il a beaucoup travaillé sur ce que lui a appelé les matrices périfétales 1, 2, 3, 4 dans le processus de grossesse, avec la conscience qui descend, qui incarne l'œuf fœtal, le fœtus, l'embryon qui devient fœtus, le fœtus qui devient futur bébé, et avec le sentiment d'être dans un océan d'extase parce que baigné dans le liquide amniotique dans le ventre de la mère, et puis la grande déchirure, en plus de la poche utérine, la perte des os, et bien la grande déchirure qui est pour tout être humain né dans la tridimensionnalité que d'arriver dans le monde de la matière et de perdre la connexion, de perdre le sentiment de l'extase avec le divin, l'océan extatique, dont il resterait comme témoignage, ça c'est un conte, il resterait comme témoin, comme trace, le fameux philtrum, qui est là, le fameux philtrum. Ce conte qui dit que tout enfant, juste avant de naître ou au moment de la naissance, va avoir la visite d'un ange, c'est un conte. Vrai ou faux, c'est un conte. Un ange qui descend et qui va lui mettre le doigt
sur la bouche comme ça pour dire maintenant, tu vas oublier d'où tu viens parce que ce sera trop difficile sinon. Voilà, tu peux naître.